Bonjour Stéphane Orliac, je suis très content de vous avoir aujourd'hui parce que vous avez une très grande expérience dans la lutte contre le blanchiment d'argent. On a déjà échangé avant cet entretien et c'est vrai qu'on sent que vous abordez la thématique avec un œil et à la fois vigilant et bienveillant. Et donc je pense que votre expérience va beaucoup apporter à tous nos apprenants et je vais vous poser un certain nombre de questions. Peut-être qu'on va commencer par vous présenter. Et l'idée, c'est vraiment de donner un maximum d'informations aux apprenants. Il y en a certains qui vont démarrer le métier d'intermédiaire en opération de banque. Il y en a certains qui vont renouveler leur formation annuelle. Et l'idée, c'est d'impacter un maximum de monde et de sensibiliser un maximum sur TracFin. Et TracFin, aujourd'hui, quand on dit TracFin, généralement, les gens ont tout de suite des petites plaques qui sont vraiment pas bien avec la notion de TracFin parce qu'ils voient une lourdeur administrative qui est parfois incomprise. Donc voilà, je suis ravi de vous avoir. Je vais du coup vous laisser vous présenter. Bonjour Anthony, bonjour à vos apprenants. Je suis Stéphane Orliac, j'ai une formation initiale de juriste d'affaires et j'ai commencé mon parcours professionnel dans la banque, à une époque où on recrutait beaucoup de juristes pour gérer des contentieux. En 1998, je suis rentré dans une petite banque à Paris, dans une petite banque dans laquelle j'étais juriste. Et cette banque a été inspectée par la commission bancaire, l'ancêtre de l'ACPR. Et à la suite de cette inspection, on m'a demandé d'être le premier correspondant TracFin, c'est-à-dire de mettre en œuvre le premier dispositif de lutte contre le blanchiment de cet établissement. En 2003, j'ai rejoint KBL France, une banque de gestion privée, que j'ai quittée en 2009 pour participer à la création d'une petite banque à Paris, que j'ai quitté, elle, en 2015 pour aller chez son principal concurrent. Et j'ai quitté cet établissement en 2022. J'ai pu faire une formation à l'Institut des hautes études du ministère de l'Intérieur, une formation en gestion des risques. Et aujourd'hui, je suis correspondant TracFin d'un établissement de paiement qui exerce en France. Très bien, super. Merci pour votre présentation. Donc ça fait finalement, quand je reprends, plus de 20 ans que vous êtes dans ce domaine-là, même 25 ans, c'est ça? Plus de 25 ans. 23 ans, on est entre les deux. Est-ce que vous pouvez nous amener un petit peu l'histoire de comment la lutte contre le blanchiment d'argent s'est organisée de l'intérieur dans la banque, pour comprendre un petit peu mieux là où on en est aujourd'hui? Puisque vous avez vu, comme vous dites, par rapport à la manière dont étaient organisés les protocoles avant, c'était beaucoup de papier. Aujourd'hui, tout est informatique. Comment vous avez vu les alertes? Comment vous avez vu, quels ont été les déclencheurs dans l'histoire qui ont fait qu'on en est là aujourd'hui, selon vous? La lutte contre le blanchiment dans les banques, ça commence en 1989. Et au début, c'est assez sommaire. En général, le responsable de la lutte contre le blanchiment, le correspondant TracFin, c'est un pré-retraité qui est dans un placard, à qui on va demander de faire une ou deux déclarations de soupçon, mais vraiment si un truand arrive au guichet de la banque avec une mallette de billets et des chaussures bicolores. Un peu la caricature. Mais à la fin des années 90, cette activité va se professionnaliser et des dispositifs de lutte contre le blanchiment vont être mis en place dans les banques. Au tournant des années 2000, le régulateur va commencer à être particulièrement exigeant avec les établissements bancaires, et cette exigence va être redoublée avec les attentats du 11 septembre 2001. À la suite des attentats des 11 septembre 2001, la lutte contre le financement du terrorisme va s'ajouter à la lutte contre le blanchiment. Le régulateur français des banques, l'ACPR, va en effet considérer
que la lutte contre le blanchiment, qui consiste à connaître son client et à connaître ses transactions, pour en dénoncer les transactions et les clients illicites, est le précurseur de la gestion des risques dans l'activité bancaire. C'est-à-dire que le régulateur bancaire estime que si on ne connaît pas son client, si on n'est pas capable de mettre en œuvre les mesures de lutte contre le blanchiment, on n'est pas capable de gérer des risques qui sont plus compliqués, comme le risque de crédit. Ok, de ce que vous me disiez la dernière fois, c'est que finalement, l'analyse du risque démarre vraiment du contrôle du blanchiment. C'est là où on commence à récolter l'information nécessaire à la compréhension du client. C'est là où vous m'avez dit la dernière fois, vous avez repris un mot, vous m'avez dit que l'analyse du risque démarre vraiment, j'ai plus les termes que vous avez employés, mais comme vous dites là, de la compréhension du client qui serait susceptible de blanchir de l'argent. Tout part de là. Tout part de là. Tout part de la connaissance du client. Après, à partir de 2001, il y a eu une période très importante où la lutte contre le blanchiment a vraiment été une priorité, ainsi que la lutte contre le financement du terrorisme. Les banques se sont beaucoup modernisées sur le sujet. Et puis, on peut dire que 2005, 2006, les choses se sont un peu... Il y a eu moins de pression. Est arrivée la grande crise de 2009, la crise des subprimes aux États-Unis, mais qui a eu plein de répercussions en Europe. Et c'est reparti. Les régulateurs ont de nouveau remis la pression sur la lutte contre le blanchiment. Et aujourd'hui, on est passé à une nouvelle étape. Il n'a échappé à personne que certaines formes de criminalité avaient beaucoup augmenté en France et en Europe, notamment en raison du trafic de drogue. Et les pouvoirs publics s'attendent et demandent aux professionnels de participer beaucoup plus à la lutte contre le blanchiment, de vraiment prendre ses obligations au sérieux et de transmettre à Tracfin des informations qui vont lui permettre de lutter efficacement contre le blanchiment. Donc nous avons changé d'époque, il n'est plus question de tourner autour du pot, il faut respecter ses obligations et véritablement s'engager dans la lutte contre le blanchiment aujourd'hui. Très bien. Et vous disiez aussi un point très important la dernière fois, c'est que l'intermédiaire qui lui finalement n'est qu'intermédiaire, on peut facilement se dire que la responsabilité finalement lui incombe pas. Finalement, on va dire l'assureur ou la banque qui a derrière l'intermédiaire, on peut imaginer on peut trouver illogique que ce soit l'intermédiaire qui soit au front au niveau du contrôle et que la responsabilité incombe vraiment au banquier ou à l'assureur. Et évidemment que non, mais... C'est ça. C'est-à-dire que dans notre métier de la lutte contre le blanchiment, chacun est responsable entièrement. À chaque étape des opérations, le professionnel, parce qu'il est professionnel, est complètement responsable de ses actes et il peut être poursuivi de manière disciplinaire ou de manière pénale pour les faits de lutte contre le blanchiment, pour les faits de blanchiment, de complicité de blanchiment. Et pour se rendre compte, est-ce que par exemple vous avez pour se rendre un petit peu de ce que ça représente aujourd'hui, la taille d'une équipe au sein d'une banque, est-ce qu'on arrive à quantifier un petit peu le nombre de personnes qui travaillent à ce contrôle-là au sein d'une banque? Vous prenez un établissement comme le Crédit Agricole, les équipes de conformité, qui sont donc en charge de faire respecter les réglementations, c'est 1900 personnes. Et sur ces 1900 personnes, près de la moitié luttent contre le blanchiment. Donc, on peut parler d'une armée de collaborateurs qui sont dédiés à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Ok. Est-ce qu'on peut dire que, justement, c'est dans la compréhension de ce client, parce que quand on dit lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, les deux sont quand même associés, on se dit qu'un terroriste ne va pas forcément
enfin, on imagine que les choses sont, les deux profils de clients sont liés. De l'autre côté, la dernière fois, vous aviez l'impression de me dire que au travers de la récolte de données au sein des profils clients historiquement liés à la lutte contre le blanchiment d'argent et ensuite au financement du terrorisme, qu'aujourd'hui il y a une évolution même de la récolte de données. Donc finalement, cette histoire de lutter contre le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme, c'est pas que ça le sujet. C'est vraiment un sujet de gestion du risque et d'évolution des protocoles au sein de la banque. C'est ça, vous m'avez... Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la société, l'État, mais aussi nos concitoyens, attendent des banques qu'elles participent de plus en plus à la transformation de la société, qu'elles collaborent de plus en plus à la prise en compte des intérêts généraux. Alors, cet intérêt général, ça a été la lutte contre le blanchiment d'abord. Ensuite, en 2001, est venue s'ajouter la lutte contre le financement du terrorisme, la lutte contre la corruption, la lutte contre l'évasion fiscale. On pensait que les banques aidaient à l'évasion fiscale, maintenant il leur est demandé de lutter contre l'évasion fiscale. Et toutes ces actions qu'elles doivent prendre en compte, pour mettre en œuvre toutes ces actions qu'elles doivent prendre en compte, toute cette transformation, eh bien, elles doivent collecter des données qui sont nécessaires pour des déclarations, pour des contrôles. Par exemple, pour lutter contre l'évasion fiscale, eh bien, on doit collecter le numéro d'identification fiscale des clients, mais aussi du bénéficiaire effectif d'une société. On doit, toujours pour lutter contre la fraude fiscale internationale, on a un accord avec les États-Unis d'Amérique qui s'appelle FATCA, pour la mise en œuvre d'une réglementation qui s'appelle FATCA. La mise en œuvre de cette réglementation implique qu'on identifie dans sa clientèle les personnes physiques, mais aussi les sociétés, qui sont américaines ou qui ont un lien juridique avec l'État américain, avec l'Amérique, pour les déclarer via le Trésor public français au gouvernement des États-Unis. Ce processus oblige dans les processus d'entrée en relation à faire signer une auto-certification au client qui déclare qu'il est une US personne ou non. Et le banquier a l'obligation de vérifier si cette déclaration est plausible ou pas. D'accord. Et vous m'aviez dit aussi, vous m'avez raconté l'histoire incroyable, parce que finalement, quand on est dans le quotidien, quand on est en train d'essayer de rentrer des contrats et de gagner de l'argent, le commercial qui est face au client, il a facilement une tendance de dire « Attends, déjà c'est dur de rentrer du client, il y a une concurrence qui est énorme, on a l'impression que quand on montre tous ces documents-là au client, déjà, le client, il en a marre, et puis se pose la question, on y reviendra peut-être un petit peu plus tard sur le sujet, sur le sujet, par rapport à la conservation des données, le client qui ne veut pas forcément donner ses données au courtier, qui va peut-être voir une fois dans sa vie, on a l'impression qu'on est quand même très très loin de la lutte contre le blanchiment d'argent, puisque quand on regarde le système actuel, on sait qu'on ne peut plus aller payer comme ça plus de 1 000 € dans un magasin. On a des magasins qui refusent le paiement. On a l'impression que c'est pas à la collecte du client qu'on va changer le monde, qu'on va changer le contrôle du client, qu'on va lutter contre le terrorisme. Finalement, nous, ce qui se passe, c'est que les personnes qui sont face au client, elles se sentent hyper loin du cas final, d'autant plus que là, en 2023, 2024, il y a très peu, on a l'impression qu'il y a très peu d'espèces en circulation. À l'heure du paiement avec le téléphone, avec la montre, des terminaux de paiement en ligne, on fait de moins en moins les courses avec des espèces, et d'ailleurs, ça nous arrive même d'avoir des commerçants qui n'ont pas de quoi rendre la monnaie parce qu'ils n'ont pas la caisse adaptée, tellement on a l'impression qu'il y a de moins en moins d'espèces en circulation. Est-ce que vous avez des histoires, enfin, vous m'avez raconté un petit peu la dernière fois, je lance une perche, mais il y avait des histoires un petit peu assez importantes, assez chocs, où finalement, qui mettaient en œuvre la corruption ou du blanchiment d'argent
peut-être pour faire un lien entre le travail qui est fait sur le terrain par les intermédiaires et finalement les vraies histoires de corruption. On avait parlé la dernière fois de l'histoire un petit peu avec l'Espagne par exemple. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire? Alors, ce que je peux vous raconter, c'est que jusqu'en 1976, l'Espagne était dirigée par un dictateur, le général Franco, qui avait... l'Espagne franquiste avait conclu un accord avec les mafieux italiens, il fermait les yeux sur le blanchiment, l'Espagne fermait les yeux sur le blanchiment d'argent de la mafia italienne en Espagne, en contrepartie de quoi les mafieux italiens s'engageaient à ne pas commettre de crimes ou de délits en Espagne. L'Espagne était alors un État un peu paria sur la scène internationale en raison du franquisme, et il y avait ce deal qui avait été conclu. Et donc, au moment où l'Espagne est revenue à la démocratie, il y avait des règles qui étaient insuffisantes, je dirais, pour protéger l'Espagne du blanchiment, et c'est comme ça qu'on a vu, dans un certain nombre de secteurs, en particulier dans l'immobilier en Espagne, des grandes affaires de blanchiment. Ça a été le cas sur la Costa del Sol, où vous avez eu le maire de Malaga qui a été emprisonné, poursuivi pour corruption, et des chefs d'entreprise, des personnalités, dans une très grande affaire. 50 personnes ont été condamnées en 2013 dans ce dossier de corruption et de blanchiment d'argent. Aujourd'hui, l'Espagne a mis en œuvre les réglementations européennes et est tout à fait engagée, comme la France, dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Ok, c'est vrai, parce qu'on parle de l'Espagne, on se dit mais quel rapport avec la France? C'est que finalement on est soumis à une réglementation européenne qui tend à s'homogénéiser au sein de l'Union. Donc c'est pas si loin que ça, c'est pas si vieux que ça, et c'est très facile de comprendre que si les notaires locaux, les assureurs locaux, les différents parties prenantes des opérations qui ont été menées dans le but de blanchir de l'argent, si elles avaient eu ou appliqué un protocole TRACFIN, on aurait pu éviter ce genre de pratiques, et ça commence finalement à la récolte de l'information quand on a le client face à soi, dans le bureau, ou parfois d'ailleurs à distance, des fois au téléphone. C'est bien ça que je comprends par cette histoire. Et vous aviez ramené aussi une autre histoire intéressante. Vous m'avez parlé de la Russie, l'ancienne Russie. Est-ce que vous pouvez nous raconter aussi cette histoire? Alors, aujourd'hui, on parle des oligarques russes autour de Vladimir Poutine, du blanchiment de l'argent des oligarques russes. Il ne faut pas oublier que la Russie, c'était autrefois l'URSS, qui était un pays qui était sanctionné par l'Europe de l'Ouest, par les États-Unis, et que les services secrets soviétiques, à l'époque, avaient appris à contourner ces régimes de sanctions pour acheter les marchandises stratégiques dont avait besoin l'URSS. Et donc, chez l'espion soviétique, il y avait une formation quasiment au blanchiment d'argent, au contournement des sanctions. À la chute du mur de Berlin, eh bien, tous ces gens qui travaillaient à blanchir de l'argent pour l'Union soviétique, à contourner les sanctions, ont continué un certain nombre de ces activités, mais en relation avec des activités criminelles. Et c'est comme ça qu'au début des années 2000, il y a eu un très important scandale avec une banque américaine, de flux financiers très, très importants qui allaient de certains pays d'Europe de l'Est et de Russie vers les États-Unis, et puis qui étaient redispatchés dans le reste du monde. Et encore très récemment, on a vu le même cas de figure, quasiment le même mode opératoire, avec une banque danoise, la Dannorske Bank, la première banque danoise, qui a eu un défaut de surveillance d'une petite filiale en Finlande, et petite filiale qui s'est mise à accepter n'importe quel client, à faire des flux financiers très importants, et
on a retrouvé le même mode opératoire de transfert de fonds, de blanchiment en provenance de la Russie et d'autres territoires de l'ex-URSS. Et c'est vraiment des modes opératoires qui existent depuis maintenant de très nombreuses années et qui étaient appris par les gens qui contournaient les sanctions de l'Union soviétique. Et donc, aujourd'hui il y a la guerre en Ukraine, vous avez du côté russe des gens qui sont tout à fait formés à contourner les sanctions et à faire en sorte que la Russie soit approvisionnée de tout ce dont elle a besoin pour continuer le conflit. Et finalement, qu'est-ce que l'État peut faire face à ces individus? Imaginez qu'il y a un individu qui est pris la main dans le sac, finalement il n'est pas sur le territoire. Qu'est-ce que le gouvernement français peut faire face à cette fraude? En fait, il y a une coopération internationale très importante en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Les agences de renseignement comme Tracfin ont conclu des accords avec leurs homologues dans toute l'Europe, mais aussi avec de très nombreux homologues en dehors d'Europe, pour échanger du renseignement, et en Europe, pour conduire des opérations de police conjointe. On a même une agence européenne qui s'appelle Europol, qui mène des opérations très importantes de manière internationale dans toute l'Europe, et qui participe au démantèlement de réseaux criminels, que ce soit des réseaux de blanchiment, de pédopornographie, enfin tous les types d'infractions qui ont une dimension transnationale. Des enquêtes, des groupes d'enquête sont constitués au sein d'Europol, qui coordonnent les équipes européennes d'enquête et qui conduisent au démantèlement de ces réseaux. D'accord. Et ils peuvent par exemple confisquer, j'imagine, les biens immobiliers, Alors ça, c'est la grande tendance qui nous vient d'Italie. Pour lutter contre la mafia, l'Italie a été le premier pays à mettre en place la confiscation du patrimoine des blanchisseurs et des mafieux. Et maintenant, en France, c'est devenu une priorité d'action du gouvernement que de confisquer les avoirs, les produits du crime, pour que le crime ne paie pas. Une agence qui s'appelle l'Agrasc reçoit et confisque surtout les propriétés, les comptes bancaires. Ainsi, c'est 400 000 € en espèces qui sont confisqués tous les jours en France. Ouais, donc finalement, l'individu fraudeur, on se dit, bon, évidemment qu'il est puni, il y a une justice, mais c'est intéressant de comprendre la suite, une fois qu'il y a... et ça démarre quoi? Ça démarre à partir du moment où on va faire une déclaration Tracfin. On va dire que l'intermédiaire en opération de banque va faire une déclaration Tracfin. C'est là que les choses vont démarrer? Alors la déclaration de soupçon, la déclaration à Tracfin, elle a, du point de vue de l'enquête pénale, deux intérêts. Le premier, ça peut être le moment où on découvre un cas de blanchiment. Et donc, à partir de Tracfin, d'enclencher une enquête, une analyse, une enquête, et puis ensuite, le résultat de cette analyse est transmis à un procureur de la République qui va ouvrir une enquête, lancer des arrestations, conduire à la condamnation des délinquants et à la confiscation des avoirs criminels. Mais la déclaration Tracfin, elle a un autre intérêt du point de vue de l'enquête, c'est que elle permet de collecter des informations qui parfois n'ont pas forcément beaucoup de sens au moment où on fait la déclaration, qui sont une anomalie qui est repérée par un professionnel, une anomalie suffisamment importante pour qu'ils se disent là, c'est pas vraiment, je dois le déclarer. Et on voit pas tout de suite de quoi il s'agit. Mais à l'occasion d'une autre enquête, la police, la justice envoie des demandes de renseignement à Tracfin, et Tracfin leur dit « Ah oui, mais cette personne, elle est apparue dans 1, 2, 3 déclarations de soupçon pour avoir fait ceci, cela », et tout de suite, les enquêtes vont beaucoup plus vite. Donc, ces déclarations, elles viennent nourrir les bases de données de Tracfin et faciliter les enquêtes,
à l'égard des réseaux criminels. C'est vrai que finalement, je vais pas me faire l'avocat du diable, mais pour l'intermédiaire qui va monter un dossier de financement pour une banque, bon, encore une fois, je pousse la réflexion, c'est pas facile de se dire que finalement ce délinquant qui va frauder pour obtenir son financement sera un bon payeur. La fraude, on ne sait jamais. On peut penser, quand on va blanchir de l'argent au travers du crédit, que le fraudeur qui va vouloir blanchir cet argent, il va être un bon client. Il va rembourser, il ne va pas vouloir faire de vagues pour pas qu'on le repère, pour pas qu'il y ait de contentieux, pour pas qu'on l'identifie. Mais rien n'est moins sûr. Ça peut être un fraudeur au crédit, quelqu'un qui vient avec des faux documents, qui fait croire qu'il a une surface financière, qu'il a une activité qu'il n'a pas, qui prend le crédit, et puis qui disparaît. Donc, il n'y a jamais de bon fraudeur. Soit il va être fraudeur au crédit, soit il va être blanchisseur, et dans tous les cas, celui qui va être pointé du doigt, ça va être l'intermédiaire, puis le banquier qui vont l'avoir laissé rentrer dans le système financier. C'est là où il y a une responsabilité qu'on verra peut-être un petit peu plus tout à l'heure, mais c'est là où l'intermédiaire, quelque part, ne doit rien laisser passer, parce qu'un cas comme ça, même si le client paraît très sympathique et très généreux, je reprends une de vos expressions, vous m'avez dit il n'y a pas de bons clients. Je ne sais plus comment vous m'avez dit ça tout à l'heure. Il n'y a pas de client magique. Il n'y a pas de client magique, c'est ça, il n'y a pas de client magique. C'est ça, c'est-à-dire que le client qui rentre, qui passe la porte et qui demande un financement, que tout est facile, etc., pourquoi il n'est pas parti voir sa banque? Il y a toujours il y a toujours un problème à résoudre quand le client passe le pas de l'entreprise qui va se présenter comme étant intermédiaire avec la banque. Tout à fait. Il y a toujours... On sait que dans les métiers financiers, on ne gagne pas de l'argent sans rien faire. Dans le crédit, ce n'est pas un métier si facile que ça. Dans l'épargne, ce n'est pas un métier si facile que ça. Il faut démontrer l'intérêt du produit d'épargne, il faut démontrer que la formule de crédit, la solution de crédit est adaptée à l'emprunteur, il faut monter le dossier pour obtenir le crédit auprès de la banque. C'est pas si simple que ça. Il faut aller capter le client. Pourquoi le client vient chez vous? Pourquoi le client viendrait chez vous et pas dans sa banque? On sait aujourd'hui on voit aujourd'hui que les réseaux de distribution sont parfois un peu saturés, ou sont plus forcément adaptés aux attentes des clients, et donc des clients choisissent d'aller chez les intermédiaires. Et heureusement, parce que sinon la profession d'intermédiaire n'existerait pas. Mais le client magique, le client miracle, qui arrive avec un superbe dossier qui obtiendrait un prêt n'importe où, ce client-là, il a vocation à aller dans sa banque. Si l'intermédiaire n'a pas une valeur ajoutée dans le travail qu'il fait, là, il doit se poser la question, mais est-ce que je ne suis pas en présence de blanchiment d'argent? Ça doit alerter finalement. Ça doit l'alerter. Ok. Et ce qui serait intéressant aussi de ramener, c'est peut-être des histoires, encore une fois. Bon là, l'histoire qu'on a vue tout à l'heure avec l'Espagne, avec la Russie, on est très loin de la France. Vous avez été à l'époque, vous avez pratiqué ce métier à votre compte pendant quelques années, et vous avez peut-être déjà vu des clients vous proposer des choses un petit peu bizarres. Est-ce que vous avez des exemples à nous raconter? Alors, moi j'ai deux exemples. Au début de ma carrière professionnelle, j'ai voulu créer une activité d'intermédiaire en opération de banque, et puis finalement, je suis retourné à mes activités de juriste de banque. Pendant cette courte expérience, j'ai eu à affronter plusieurs situations complexes, ou plusieurs situations de blanchiment réellement. La première situation que je peux mentionner, c'est des individus en provenance de pays d'Europe de l'Est qui nous expliquaient, à mon associé et moi,
que les seuls documents pour le dossier de crédit qu'il n'avait pas réussi à falsifier, c'était le relevé de compte d'un établissement parce qu'il n'arrivait pas à mettre les sommes en face des intitulés. Bien. Ces clients-là, on n'en voulait pas, évidemment. C'est sûr que c'est du blanchiment, ils faisaient des faux papiers. Et aujourd'hui encore, le faux est très répandu, puisque on peut aller sur le dark web avec un photomaton et obtenir une copie de pièce d'identité française quasiment parfaite, et qui va passer certains processus d'onboarding à distance. Un autre exemple de situation auquel j'ai été confronté, une communauté étrangère en France qui voulait avoir des crédits immobiliers. Et puis, les couples des clients de cette communauté se présentaient avec un interprète. Et finalement, celui qui menait la négociation, c'était cet interprète. Pour monter le dossier de crédit, il fallait avoir des éléments comptables sur leur commerce, sur leur activité, pour avancer. Et là, petit à petit, on posait des questions aux clients, puisqu'on n'avait pas toujours l'interprète en ligne ou en face de nous, aux clients. Et le client finit par nous dire, en tombant en larmes, que c'est pas pour lui, c'est véritablement pour l'interprète, qui est en fait l'agent d'une mafia qui sévit dans cette communauté. Donc, dans nos métiers bancaires, mais l'IOBSP, c'est vraiment la force commerciale du monde bancaire, on est confronté à ce type de situation beaucoup plus souvent qu'on ne l'imagine. C'est incroyable, mais vous étiez installé dans le fin fond du 93 ou de la banlieue marseillaise pour me raconter des histoires comme ça. Ah non, on était installé en plein 9e arrondissement de Paris. C'est intéressant parce que finalement, vous me dites qu'il n'y a pas de prédisposition, c'est-à-dire que même un cabinet prestigieux peut attirer ce genre de clientèle. Ça a une tendance à vouloir renforcer un petit peu le devoir de vigilance pour nos apprenants. Les blanchisseurs, ce qui les intéresse, c'est véritablement de rentrer dans le système bancaire, c'est de trouver le trou de souris, la faille par laquelle ils vont pouvoir engager le processus de blanchiment d'argent. Faire circuler l'argent dans le faire d'abord rentrer dans le système bancaire et ensuite le faire circuler. Donc ils sont à la recherche des failles. Et tout nouvel acteur sur le marché va être testé pour savoir si c'est lui la faille. Et donc, quand on s'installe, quand on commence sa carrière professionnelle, on va immanquablement être testé par les voyous, par les blanchisseurs qui sont autour, pour savoir si on est fiable ou pas, si on peut être ce trou de souris par lequel blanchir de l'argent. Il y a quelque chose qui est incroyable, parce que vous me dites que c'est possible de sortir une pièce d'identité, mais c'est pas possible de se présenter avec cette pièce d'identité en banque, obtenir un crédit, ouvrir un compte. C'est quelque chose d'encore possible en 2023 ? Il y a des contrôles informatisés de plus en plus forts, mais tout le monde ne respecte pas aussi bien la réglementation, il y a des écarts. Et les décisions de sanctions des régulateurs montrent qu'il y a des établissements qui sont plus ou moins sérieux et qui même, certains en étant très sérieux, eh bien, ils ont parfois des failles. Et donc, c'est ces failles, toujours les failles qui sont exploitées par les blanchisseurs. Vous m'aviez raconté aussi une autre histoire avec des personnes à l'époque dans le Sentier qui avaient pris des crédits de trésorerie, je crois. Pareil, qui avaient disparu. Ça, c'est une histoire des années 90, où vous aviez des groupes de criminels, des criminels qui rachetaient des entreprises, les unes après les autres, et puis qui faisaient circuler entre ces entreprises des lettres d'échange, des traites, des DAI, pour obtenir ensuite des crédits de trésorerie auprès de leur banque, et puis qui faisaient
qui faisaient tourner ces traites, et puis qui un jour ont disparu. Alors, il y a eu une très grande enquête, un très grand procès de l'affaire Sentier 1, beaucoup de personnes ont été condamnées, mais un certain nombre ont complètement disparu de la circulation. Il y a une autre histoire, je me souviens plus trop, c'était ETA. On a parlé tout à l'heure d'une histoire. Oui, oui, oui. On parlait à partir de 2001 et des attentats du 11 septembre, la lumière a été mise sur le financement du terrorisme. Ce qu'on doit savoir, c'est qu'en France, le financement du terrorisme a été quelque chose qui, dès les années 90, a posé un certain nombre de problèmes, et dans les années 2000, parce que nous avions en France un terrorisme local qui n'avait rien à voir avec le terrorisme islamiste ou les attentats du 11 septembre, qui était le terrorisme de l'ETA. Nous avons eu plusieurs centaines des Taras, de terroristes de l'ETA qui ont été emprisonnés dans les prisons françaises. Et vous avez eu un établissement bancaire régional au Pays Basque et dans le Béarn qui a été condamné par la CPR et qui a disparu parce que plusieurs comptes avaient servi au paiement de l'impôt révolutionnaire, c'est-à-dire à ces espèces de tribus, de rançons qui étaient prélevées par l'ETA sur les entrepreneurs au Pays Basque pour financer le terrorisme. Au Pays Basque espagnol, aussi un peu en France. Et donc, dans cette banque, l'argent arrivait là, et la banque a disparu, a dû fermer ses portes parce qu'elle avait été convaincue d'avoir participé au financement du terrorisme. Son dispositif était vraiment insuffisant. Et par rapport justement, parce que depuis tard on parle beaucoup de blanchiment d'argent, par rapport au financement du terrorisme, est-ce qu'il y a d'autres événements marquants qui ont eu des impacts ou qui ont eu des résonances dans le monde bancaire ou dans le monde de l'intermédiation en opération de banque? Bien sûr, les attentats de 2001, mais plus proche de nous, les attentats du 13 novembre, pardon, en France. Et aujourd'hui, tous les établissements bancaires, dans leur analyse des risques, dans leur cartographie des risques, doivent prendre en compte le financement du terrorisme, et quelle que soit votre activité, vous devez mettre en place des dispositifs de lutte contre le financement du terrorisme. Et j'imagine que quand l'assureur, quand le banquier est contrôlé, j'imagine qu'il est un peu garant des données que va récolter son intermédiaire. Comment les relations sont cadrées? Est-ce qu'il y a une responsabilité de l'un vis-à-vis de l'autre? Alors, l'intermédiaire en opération de banque et en service de paiement, il est très souvent l'agent de la banque ou l'agent de l'entreprise de paiement, du prestataire de service de paiement. Et donc la banque, le prestataire de service de paiement ont une obligation de surveillance puisque l'intermédiaire agit au nom et pour le compte de la banque ou du prestataire de service de paiement, et donc son service de contrôle interne, le service de contrôle de la conformité, le service d'audit interne, vont surveiller que l'intermédiaire respecte bien les procédures qui ont été mises en place pour justement prévenir le blanchiment d'argent. Okay, j'imagine que le banquier a pouvoir de vie ou de mort finalement sur son agent si jamais il ne respecte pas la réglementation. Alors, il a pouvoir de vie ou de mort, mais quand on fait appel à des agents, à des intermédiaires, c'est bien pour développer son activité. La première réaction du banquier n'est pas de vouloir tuer son intermédiaire, qui l'aide à faire grandir son activité. Ça va être soit de le rappeler à l'ordre, soit de lui proposer une plus grande collaboration pour améliorer ses procédures, soit de lui proposer des formations pour améliorer l'environnement. Mais c'est vrai que
le banquier qui va s'apercevoir que tel intermédiaire apporte toujours des dossiers pourris, qui sont suivis de déclarations de soupçons, ou qui sont refusés, qui mobilisent les équipes, et qui abîment l'image de la banque parce qu'on doit faire des déclarations de soupçons à répétition sur ces dossiers, eh bien, ce banquier, il va cesser sa relation avec l'intermédiaire en estimant qu'il y a trop de risques et que on ne peut pas continuer avec cet intermédiaire-là. Donc, la réaction première n'est pas toujours la contrainte, n'est pas toujours le bâton, c'est souvent même le contraire, parce qu'on est là pour développer l'activité économique. Mais si les faits sont répétés, si on a conscience que c'est un problème, eh bien à ce moment-là, les relations sont terminées. Et pour changer un petit peu de registre, et pour parler un petit peu de la difficulté sur le terrain d'appliquer cette réglementation, sachant qu'elle est venue progressivement avec le temps. Si on questionne les agents il y a 20 ans et aujourd'hui, ceux qui ont vécu la transition, ils ont vécu les procédures TRACFIN comme des surcouches de contraintes supplémentaires, parfois incomprises. On a encore parfois, et malheureusement, des acteurs qui n'ont même pas conscience de leurs obligations. On sait qu'il y a par exemple la collecte des documents d'identité, le remplissage de certains questionnaires, donc c'est toujours pareil, la collecte d'informations liées à la compréhension du client et l'archivage qui permet de le justifier en cas de contrôle. Il y a un suivi de formation. C'est pour ça qu'on est là d'ailleurs aussi aujourd'hui. La question qui revient souvent, c'est mais comment on peut concilier justement toute cette collecte de données et donc quelle est l'obligation exacte quand on sait ou qu'on pense que le RGPD nous interdit de conserver les données. Comment on peut concilier du coup les deux, la conservation des données que le RGPD nous impose de ne pas faire et de l'autre côté qu'on nous impose de faire? Alors, RGPD, le Règlement général sur la protection des données, il impose deux grandes règles au fond. La première qui est de ne collecter les données que les données nécessaires à l'activité que l'on fait. Les données nécessaires à la lutte contre le blanchiment d'argent, elles sont quand même assez étendues. C'est l'identité de la personne, son patrimoine, ses sources de revenus. C'est quand même un volet assez important d'information. C'est aussi sa famille, ses relations. Puisque si vous êtes une personnalité politiquement exposée, on doit le savoir, parce que vous allez être surveillé de manière plus ample que si vous êtes un simple particulier. Donc c'est un volet de données importantes, personnelles, qui sont collectées. Et comme on a l'obligation pour la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme de collecter ces données, le RGPD ne s'oppose pas à cette collecte de données. En revanche, il va s'opposer à une collecte de données indue. Par exemple, il ne sert à rien au banquier qui va vous prêter de l'argent, à l'intermédiaire qui va monter votre dossier, de savoir quelle est votre religion. C'est totalement en dehors du scope, et donc cette donnée ne doit absolument pas être collectée. De même, votre appartenance à un syndicat ou une association n'ont pas à être collectée dans le cadre d'un crédit. Donc, des données très importantes et très nombreuses peuvent être collectées, mais vraiment les données nécessaires, celles du patrimoine, celles de la composition de la famille, celles des revenus. Le RGPD, il impose une deuxième règle très importante, qui est de protéger ces données. Ces données que vous collectez en confiance avec votre client parce que vous allez lui proposer un service, celui d'obtenir un crédit. Elles doivent être protégées. Votre système d'information dans lequel vous stockez ces données doit être protégé. Et c'est pas parce qu'on est un intermédiaire, une petite entreprise, qu'on n'est pas exposé aux attaques informatiques. Des virus, vous pouvez en recevoir, vous pouvez être attaqué par des virus.
un message sur lequel on vous demande de cliquer, un message que vous n'attendez pas, sur lequel on vous demande de cliquer, vous cliquez, votre appareil est infecté, des données sont prises, et à ce moment-là, effectivement, les données ne sont pas correctement conservées, et vous avez l'obligation de déclarer le vol de données personnelles à la CNIL. Donc, vous pouvez collecter des données, les données nécessaires, pas les données qui ne sont pas nécessaires, vous devez les protéger. Donc, attention à votre système d'information, il faut protéger, c'est pas parce qu'on est une petite entreprise qu'on ne doit pas protéger son système d'information. Et ces données, on doit protéger son système d'information, mais on doit aussi protéger ses locaux. Une des choses auxquelles on ne pense pas forcément, c'est que certains vont vouloir pénétrer dans vos locaux pour aller soit se brancher sur le système d'information, soit voler des documents qu'on aura laissé traîner. Eh bien, quand on quitte ces bureaux, ceux-ci doivent être correctement protégés. Les portes ne doivent pas rester ouvertes, les documents ne doivent pas être visibles, les informations précieuses doivent être gardées dans un coffre ou dans une armoire forte. Et il faut que l'entrée dans les locaux ne soit pas rendue facile par une absence de protection, par une absence d'alarme. Et pour basculer sur la partie contrôle, comment se passe un contrôle? Quelle est l'autorité de contrôle qui intervient? Alors on en parle déjà dans nos formations, mais peut-être le rappeler. Comment fonctionne un contrôle, du coup, autour de TracFin pour un intermédiaire? Dans le secteur bancaire, l'autorité de contrôle des banques, c'est la CPR. Lorsque l'autorité de contrôle des banques vient contrôler les banques, vous êtes prévenu quelques jours avant, au maximum une semaine, qu'une équipe de contrôleurs va venir contrôler votre établissement. Cette équipe arrive, elle vous demande une quantité incroyable, très importante de documents. Elle va vous demander une année d'opération bancaire avec vos clients. Et là, elle va faire tourner les programmes informatiques de la Banque de France, de la CPR, et notamment une intelligence artificielle qui va déterminer les opérations les plus à risque, cibler les opérations les plus à risque, et des investigations vont être faites sur ces opérations pour savoir si elles sont correctement justifiées, si la KYC a été faite, si l'objet économique, l'origine des fonds, l'origine de la richesse des personnes a bien été collectée, si tout ça est documenté, collecté, cohérent, et s'il y a des failles, s'il y a des erreurs, l'équipe d'enquête va aller approfondir. Elle va investiguer votre base de clientèle pour savoir si la KYC est correcte, si la KYC initiale, la connaissance de client initiale a été collectée, mais aussi si cette KYC a été mise à jour tout au long de la vie du client. Et elle va regarder les systèmes d'information pour voir si les outils de contrôle, les outils de filtrage pour lutter contre le financement du terrorisme, pour faire respecter la réglementation de gel des avoirs, les outils de profilage, pour détecter les opérations anormales, atypiques, de gros montants sont en place, fonctionnent et fonctionnent correctement, s'ils sont programmés en fonction d'une cartographie des risques. Elle va vérifier que les formations ont été suivies par tous les employés de la banque. Si les employés qui sont les plus exposés au risque de blanchiment ont suivi des formations d'un meilleur niveau, qui sont plus adaptées à leur exposition au risque de blanchiment, elles vont vérifier aussi si les intermédiaires, les partenaires de la banque qui travaillent avec elles, ont eux aussi respecté les obligations en matière de KYC et de lutte contre le blanchiment, de formation, si l'inspection de la banque, le contrôle interne, le contrôle de conformité ont été vérifiés que ces intermédiaires respectent eux-mêmes leurs obligations en termes de lutte contre le blanchiment.
Le minimum d'enquête, c'est 3 mois. Vous avez, quand vous êtes un petit établissement, au minimum une équipe pendant 3 mois. Et encore, 3 mois, vous avez de la chance. Ça peut être 6 mois, ça peut être 9 mois, et il faut pouvoir démontrer que tout est en place, tout fonctionne correctement. C'est-à-dire que pendant 3 mois, on a une équipe sur place, à distance, ou en échange, c'est plus de l'échange quotidien. Elle est sur place, avec aussi des échanges, puisqu'en général un SharePoint est installé, sur lequel on doit livrer tous les documents qu'on nous demande. Il y a des interviews avec les membres du personnel, et puis à la fin, au milieu et à la fin de l'inspection, il y a un débat contradictoire qui s'instaure avec l'équipe de contrôle, un débat contradictoire sur tout ce qui a été trouvé dans la banque, sur ce qui va et ce qui ne va pas, un débat contradictoire sur le pré-rapport d'inspection, pré-rapport qui va mener après ce débat contradictoire à un rapport d'inspection, et à la lecture de ce rapport d'inspection, le secrétariat général de la commission de la CPR va décider si on se dirige vers une lettre de suite. La lettre de suite, ce n'est pas une sanction, c'est le résultat de ce grand audit qui est une inspection, en disant mais on a repéré quelques lacunes, quelques défaillances mineures dans votre dispositif, vous feriez bien d'y remédier et de nous tenir informés de ces remédiations. Quand on a une lettre de suite, on est content. Ça veut dire qu'on n'est pas parfait, mais qu'il est, qui ne fait pas des erreurs, qui est complètement parfait, mais on a démontré son engagement, on a fait tout ce qui était possible pour lutter contre le blanchiment. Il y a des imperfections, on y remédie. Si ces imperfections sont trop grandes, eh bien, le régulateur peut décider d'engager une procédure disciplinaire. Procédure disciplinaire, c'est-à-dire que vous allez passer devant la commission des sanctions de la CPR qui peut aller jusqu'à vous condamner, vous retirer votre agrément, vous imposer des amendes très importantes. Et là, c'est un peu l'avenir de la société qui se joue. Soit ça peut lui donner une très mauvaise réputation, limiter ses capacités commerciales, ce sont de fortes amendes. Et dans les cas les plus extrêmes, c'est le retrait d'agrément et donc l'arrêt d'activité. Et puis, le secrétaire général de la CPR, il peut aussi décider de faire un article 40, c'est-à-dire de dénoncer des faits au procureur de la République, parce qu'il aura repéré, l'équipe de contrôle aura repéré des infractions, des complicités d'infractions de la part soit d'agents de la banque, soit d'intermédiaires qui travaillent pour la banque, soit de la banque elle-même, et à ce moment-là, il va communiquer au procureur de la République ces infractions en vertu de l'article 40, qui prévoit que tous les fonctionnaires doivent communiquer au procureur de la République les infractions qu'ils ont constatées. Et à ce moment-là, c'est des poursuites pénales qui sont engagées. Donc, jamais une inspection de la CPR, du régulateur, est quelque chose à prendre à la légère. Je voulais juste préciser aussi pour les auditeurs, le KYC, c'est bien le Know Your Consumer. Your customer. Customer, si on ne va pas confondre. Donc c'est bien le fait de vérifier l'identité et de comprendre à qui on a affaire. C'est la connaissance du client. La connaissance du client, c'est deux choses. D'abord, c'est une collecte de documents pour identifier son client et connaître l'origine de son patrimoine et de ses revenus. Et c'est aussi des données, des informations sur ce client. C'est les deux. C'est les documents et les informations. Est-ce que selon vous, et c'est un sujet qui revient très souvent, un client qui détiendrait de la crypto-monnaie, est-ce que c'est forcément un client sur lequel il faut se mettre en alerte? Alors,
la crypto-monnaie, c'est un produit qui a été très fortement utilisé pour blanchir de l'argent, parce que la crypto-monnaie n'est pas anonyme, contrairement à ce qu'on dit un peu trop souvent, elle est pseudonyme. C'est-à-dire que le propriétaire de crypto-monnaie, il est connu à travers un pseudonyme dans la blockchain, il n'est pas connu sous son nom. Mais la particularité de la crypto-monnaie, de la blockchain, c'est qu'elle enregistre toutes les informations sur les transactions. C'est qu'elle est particulièrement traçable, et donc il existe des outils informatiques qui peuvent déterminer quelles sont les transactions et les crypto-monnaies qui sont les plus à risque, et celles qui sont moins à risque. Aujourd'hui, vous avez des prestataires de services sur actifs numériques, qui sont des professionnels régulés par l'autorité des marchés financiers, par la CPR, et bientôt dans le cadre d'une réglementation qui s'appelle la réglementation MiCA, qui permet d'avoir un statut européen de PSAN, de prestataire sur actifs numériques, et ces prestataires sur actifs numériques ont l'obligation d'avoir un dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, donc d'identifier les clients qui vont acheter des crypto-monnaies et de contrôler les transactions comme le banquier. Alors, si au début de la crypto-monnaie a été, comme toute activité qui commence, on l'a vu, elle a été utilisée et testée par les criminels, et elle l'est encore, on ne va pas se le cacher. Eh bien, aujourd'hui, et en France en particulier, les régulateurs ont fait tout un travail pour créer un environnement réglementaire dans lequel ces activités peuvent se déployer de manière tout à fait légale, avec un contrôle et une lutte contre le blanchiment, de telle sorte que, aujourd'hui, il faut savoir distinguer entre le prospect, le client, l'individu qui va arriver en disant j'ai des bitcoins, j'ai ma clé USB qui permet, en disant avec mon pseudonyme voleur 451 d'accéder au bitcoin, et puis celui qui va vous dire ben moi j'ai un wallet d'actifs numériques chez un prestataire sur actifs numériques enregistré auprès de l'autorité des marchés financiers. J'ai cette activité-là qui me rapporte de l'argent. J'ai trouvé ça intéressant, ça me rapporte de l'argent, j'ai fait du trading, etc. L'un et l'autre n'ont pas du tout le même profil. Donc aujourd'hui, vous pouvez avoir des prospects, des clients qui ont des actifs numériques et qui sont tout à fait honnêtes, et d'autres qui sont évidemment des voleurs, mais comme dans toutes les activités. C'est ça, c'est là où finalement c'est à l'appréciation du collaborateur qu'on va apprécier. À l'appréciation du collaborateur, mais aussi à la formation du collaborateur. Le collaborateur, aujourd'hui, il doit savoir qu'il y a des professionnels sur actifs numériques enregistrés auprès de l'AMF qui doivent mettre en place un dispositif de lutte contre le blanchiment et qui ont des clients légitimes qui ont ces activités-là. Et puis d'autres qui sont pas régulés, qui identifient pas les clients et qui laissent faire des transactions un peu n'importe comment. Et c'est là où la formation est importante pour savoir bien distinguer les uns des autres. Pour les connaître, il suffit d'aller sur le registre public de l'AMF, où les PSAN sont enregistrés, et on peut avoir leur identification et savoir qui ils sont. Et comment vous voyez alors l'évolution de toutes ces procédures qui en 20 ans ont déjà beaucoup évolué? Alors je ne vous parle pas de quand vous avez commencé à l'époque du papier. Comment vous voyez les choses? Je ne sais pas, est-ce qu'on arrive à se projeter un petit peu sur les 2, 5, 10 prochaines années? Sur les tendances du rôle de l'IOBSP, de l'intermédiaire, dans le contrôle ou la récolte de l'information? Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a une transformation de l'environnement bancaire, une transformation numérique. Donc il y a un développement des outils numériques,
et vous avez des intermédiaires qui ont des outils numériques pour identifier leurs clients. Et là, la tendance, c'est de vérifier, de s'assurer que les outils numériques d'identification sont conformes à la réglementation, parce que vous avez des vendeurs qui sont capables de vous vendre des outils numériques non conformes à la réglementation, et à ce moment-là, l'SCPR vient vous dire que votre KYC n'est pas conforme. Donc il faut être particulièrement vigilant sur ce point. Et puis, vous avez aussi un peu une révolution, une évolution de la relation client bancaire, qui fait que peut-être certains grands réseaux sont moins proches de la clientèle, et qui laissent la place aux intermédiaires. Et là, c'est là où l'intermédiaire a son rôle de proximité avec le client à jouer, de connaissance, de proximité, d'être finalement l'agence qui a disparu, et d'avoir cette connaissance du client. Et est-ce que vraiment la CPR a les moyens techniques de vérifier tout ça? De vérifier la conformité informatique d'une solution, ou elle a vraiment les moyens de contrôle, de compréhension? En matière de lutte contre le blanchiment, vous avez le régulateur qui a des moyens importants pour contrôler. Mais si vous avez un client qui blanchit de l'argent, ça peut être la police qui débarque dans votre agence, dans votre étude, dans votre cabinet. Et le jour où vous avez l'Office de répression de la grande délinquance financière qui débarque chez vous, qui saisit vos ordinateurs, vos dossiers, vos archives, vous êtes dans une situation qui est très inconfortable. Et aujourd'hui, la Cour de cassation vient récemment dire que le non-respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment était une forme de concurrence déloyale, et vos concurrents vont pouvoir vous demander des indemnités si vous ne respectez pas les règles en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Donc, vous avez finalement le régulateur, mais aussi la police, mais aussi vos concurrents, et bien sûr les établissements financiers qui vous mandatent, dont vous êtes les agents. Tous ces gens-là vous surveillent. Et donc, vous avez vraiment intérêt à respecter les règles, à jouer le jeu, et à faire de ces règles, finalement, une opportunité, celle de travailler en professionnel, c'est-à-dire de connaître votre client, de conseiller et connaître votre client, et non pas de faire les choses par-dessus la jambe. C'est intéressant ce que vous dites, parce que j'ai entendu pendant des années des personnes se plaindre, voilà, on fait un effort énorme, Tracfin, ça me coûte dans mon entreprise tant à l'année, juste à contrôler, parce que parfois en administratif, il faut bien qu'il répertorie, qu'il fait un travail de vérification derrière les collaborateurs pour s'assurer de la conformité, ça coûte de l'argent, et surtout c'est un frein commercial. Et là vous me dites que récemment, la tendance a changé, ce qui fait que cette notion de concurrence déloyale, ça fait presque aujourd'hui, c'est presque un moyen c'est presque une force finalement de respecter aujourd'hui la procédure, puisque derrière, si un concurrent ne s'exécute pas, on peut utiliser cette jurisprudence pour venir défendre l'intérêt de l'entreprise. Et oui, si vous avez un concurrent qui se développe sans respecter les règles de la lutte contre le blanchiment, eh bien, vous avez maintenant la possibilité de le poursuivre pour concurrence déloyale. Ok, intéressant. Et par rapport à la responsabilité des collaborateurs, j'entends souvent dire chez certains collaborateurs, évidemment, hein, ah non, je ne veux pas remplir mes documents, mes questionnaires. Bon, et parfois, un client qui n'est simplement qu'un prospect, on va mener aucune action, on va se limiter fortement aux questions qu'on va lui poser. Et la vérité, c'est que quand on arrive face au contrat, on n'a pas envie de lui faire redéballer toute sa vie pour contractualiser. Donc on a finalement beaucoup de collaborateurs qui laissent beaucoup de mou en fait entre la théorie qu'on est en train qu'on explique en formation et la pratique, puisqu'il y a toujours une bonne excuse de ne pas poser la bonne question, de ne pas prendre le bon document. Et est-ce que le collaborateur, salarié d'ailleurs,
a une responsabilité par rapport à ses actes dans le respect des procédures? Alors, en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, chacun est responsable de ses actes à son niveau. Le collaborateur de l'intermédiaire est responsable s'il ne respecte pas les procédures de l'entreprise, s'il ne collecte pas les bons documents, s'il arrange un peu les dossiers, eh bien, il est responsable pénalement et peut être poursuivi pour blanchiment, pour complicité de blanchiment d'argent, et les peines sont aggravées quand c'est dans le cadre de l'exercice de sa profession. L'entreprise, si elle ne surveille pas son collaborateur, si elle n'a pas mis en place les procédures, si elle n'a pas formé son collaborateur, elle est aussi responsable. La banque, si elle n'a pas mis les procédures, si elle n'a pas mis en place le dispositif, si elle ne surveille pas son intermédiaire, elle est aussi responsable. Chacun est responsable et on ne peut pas reporter la responsabilité sur un autre. Est-ce que vous avez des conseils peut-être à donner à la profession, sachant qu'évidemment, là dans nos formations, on s'adresse à des personnes qui vont faire une formation initiale, d'autres qui vont renouveler. Est-ce que vous avez des conseils particuliers à donner par rapport à cette collecte d'informations, à l'importance de le faire? Est-ce que vous avez des petites choses à dire? Alors, pour ceux qui commencent dans la profession, eh bien, je crois que, comme je l'ai expérimenté moi-même, plus jeune, il faut se tenir prêt à être testé par des gens qui vont vouloir blanchir de l'argent. Vous arrivez dans la profession, eh bien, ceux qui ont besoin de blanchir de l'argent, ceux qui ont besoin de passer par les failles, par le trou de souris, ils vont essayer de voir si vous n'êtes pas vous-même cette faille ou ce trou de souris. Donc, vous avez intérêt à vous professionnaliser, à suivre les procédures, à bien les comprendre, à les appliquer pour éviter d'être cette faille par laquelle le blanchisseur va rentrer dans le système financier. Pour celui qui fait sa formation annuelle, qui rafraîchit ses connaissances ou qui fait la formation obligatoire parce qu'il faut la faire, il faut essayer au fond de renouveler son intérêt pour la question, parce que lui aussi, il peut peut-être être pris en défaut, il peut s'endormir, il peut prendre de mauvaises habitudes. Et en tous les cas, pour toute la profession, il faut savoir que c'est une question de sécurité. C'est la sécurité du business, la sécurité de l'activité, d'avoir des procédures qui sont en place, des formations qui sont en place, qui sont suivies par les collaborateurs, de sécuriser son système d'information et ses locaux. Tout ça, c'est un continuum qui vous permet de collecter la KYC, de sauvegarder les données, de faire votre travail dans les meilleures conditions. Là, a priori, on est arrivé un peu au bout de l'histoire. Au bout. Il y a peut-être des choses qu'on a oubliées, non? Non. Non. Pas spécialement. Ok, très bien. Super. Et ben, on va remercier Stéphane Orliac pour son intervention. J'espère qu'elle va vous aider dans la compréhension de TracFin et des procédures qui sont inhérentes à votre profession, à votre métier. Si vous avez des questions particulières, vous pouvez comme d'habitude les poser dans les commentaires, on va vous y répondre. Et d'ailleurs, les commentaires font souvent l'objet de nouvelles vidéos. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous solliciter. Merci pour votre écoute et encore merci à Stéphane. Merci Anthony.